Ici le Mafia Studio, tu écoutes Mafia Talks. J'ai ramené avec moi pas un, mais deux invités que je ne pensais pas avoir parce qu'ils sont super occupés avec leur activité. Je vous tease un peu parce qu'avant de discuter avec eux, j'aimerais faire une petite aparté. Si tu ne connais pas Mafia Talks, je te brief, c'est un podcast, MDR sans blague, dans lequel je tente de faire une parenthèse dans la vie des jeunes créatifs de Montpellier, les rookies du hip-hop, de la photo, des arts et des médias du Sud. J'ai créé cet espace dans l'espoir de donner une voix aux charbonneurs de notre génération, à ceux qui s'expriment au travers de leur art et à ceux qui décident de devenir leur propre patron. Voilà, maintenant que t'es au courant de tout, on peut commencer. Alexandre, comment ça va ? Bonsoir, tout va bien, merci, et toi ? Ça va bien, merci. Et toi, Teddy ? Ça va aussi, tranquille. Je te redemande, ça va ? Ça va toujours, du coup. Okay. Merci d'avoir accepté de venir discuter avec moi et de m'accorder votre temps, ça fait très plaisir. Plaisir partagé. Je vois que vous êtes très occupés, donc... Une galère à booker. Non, c'est pas vrai. Vous avez été trop cool. Alexandre, t'es cofondateur de Rap Academy Occitanie. J'ai eu la chance de vous connaître via d'abord un service civique, mais du coup, qui m'avait parlé de vous. Ok. Et puis aussi parce que ça parle de vous sur Montpellier. Quant à toi, Teddy, t'es chargé de communication en alternance dans l'association. Vous êtes très actif au sein du hip-hop à Montpellier et du coup aujourd'hui j'aimerais qu'on en parle. Mais d'abord je vais vous laisser vous présenter avec vos mots. Donc Alexandre, je te laisse commencer. Let's go. Moi écoute, je suis originaire de la région parisienne. J'ai fait mes études sur Poitiers dans la gestion d'entreprise au sens large. C'est-à-dire, j'ai fait un DUT Tech Deco, puis une licence droit, marketing, gestion. Et j'ai fini avec un master dans la gestion des collectivités publiques. Donc j'étais pas forcément prédestiné à travailler la musique. Mais à la sortie de mon cursus scolaire, j'ai des amis sur Poitiers qui rappaient dans un groupe à l'époque qui s'appelait Arcanson. Et j'ai commencé par reprendre le management du groupe. Parce que c'était des amis et que ça me faisait kiffer. Je crois que de toute façon c'est la base de nos métiers, hein, c'est la passion, le plaisir, ça part toujours de là. Super. Et toi Teddy alors ? Du coup, moi, je m'appelle Teddy, je suis originaire de La Réunion, mais je suis sur Montpellier depuis 2015. J'ai fait mon petit lycée à Clémenceau, comme tout le monde, et ensuite je suis allé vers la communication pendant 2 ans. J'ai fait un BTS au lycée Jean Monnet. Ensuite, je suis allé vers un truc un peu plus technique, vers une licence Web Analytics, pour plus comprendre les chiffres et les données qu'il y a derrière la communication, en fait, et mieux communiquer aussi. Et par la suite, je suis allé vers un master en digital marketing, spécialité data. Et c'est là que j'ai enchaîné avec Paolo et Alexandre dans Rap Academy, où je suis alternant actuellement en communication. Ok, c'est ta première alternance ? Non, avant j'étais déjà en alternance avec K-Perf. C'était une agence de marketing digital. D'ailleurs, c'est grâce à K-Perf, entre guillemets, que j'ai rencontré Alexandre et Paolo. En gros, on était à la Halle Tropisme et on était dans les mêmes studios, dans les mêmes bureaux plutôt. C'était des bureaux partagés et ça m'arrivait des fois de pas partir et de rester avec eux pour écouter des prods ou avancer sur des projets, voir ce qu'ils font et tout, parce que c'était l'univers du rap et ça plaît à tout le monde, dont moi. Et quand j'ai arrêté l'alternance avec K-Perf, mon ancienne alternance, coup du destin, ils ont entendu parler que j'étais libre. Et du coup, on s'est connecté le mercato. En alternance. Le mercato d'hiver. Mais c'est le rêve de toute alternance, ça. Ouais, c'est ce qui s'est passé, ouais. Pas de CV, pas de lettre de motivation. Non, mais on avait partagé les mêmes bureaux pendant 1 an, quand même. Oui, on savait comment on travaillait les uns les autres. J'allais te dire, ils t'ont vu bosser, ils ont vu que t'étais carré, donc forcément, ça donne envie d'embaucher quelqu'un. Je faisais même des heures sup avec eux, alors que j'étais pas embauché avec eux. Réel. Le classique. Vraiment le classique. Ouais. Ok, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. J'aurais bien aimé savoir comment ça s'est passé les premiers pas de l'association. Yes, écoute, l'association, elle est née il y a 2 ans maintenant. Elle est née avec le désir de partager toute l'expérience qu'on a acquise dans l'industrie du disque depuis une bonne dizaine d'années. Partant de cette volonté, on a donc créé cette structure qui porte 4 volets d'activité. On fait d'une part beaucoup de médiation culturelle, ce qu'on appelle l'éducation artistique et culturelle. Concrètement, c'est des ateliers. On fait des ateliers sous toutes ces formes. On fait des résidences de graffiti, on fait des ateliers d'écriture, d'enregistrement, on fait des ateliers de composition de musique sur tablette. On fait des karaokés à l'autotune avec les jeunes, où on leur explique aussi l'outil, puis après on les fait chanter. Voilà, on a un panel d'une 12aine d'ateliers à peu près qu'on distille dans les écoles primaires, les collèges, les lycées,
les missions locales, les maisons d'arrêt, les foyers jeunes travailleurs. On va un peu partout, répartis sur tout le département de l'Hérault et un peu plus encore. On travaille aussi beaucoup la formation. On propose différents types de masterclass dans les SMAC, beaucoup les scènes de musique actuelle conventionnées, comme Victoire 2 ici à Montpellier ou La Paloma à Nîmes. On donne des formations dans le cadre des formations d'Octopus et d'Illusion et Macadam. Parcours d'artiste et manager tourneur à Toulouse et à Montpellier. On bosse avec l'école Fastlane à Montpellier. Donc voilà, beaucoup d'écoles de SMAC pour donner des temps de formation, des temps de masterclass aux artistes et aux porteurs de projets musique actuelle. Et depuis peu, nous sommes agréés pour accueillir des volontaires en service civique pour leur proposer des temps de formation qui sont obligatoires dans le cadre du service civique sur les principes, les grands principes de la citoyenneté. Donc nous, on apporte cette formation toujours en utilisant le prisme du rap. Donc voilà, on débat entre nous sur la société. Et puis le deuxième jour, on crée un morceau de rap. Énorme. Voilà. Et t'as l'air d'être, votre asso, elle a l'air d'être assez soutenue par la ville. Est-ce Oui. que ça a été automatique? C'est-à-dire, C'est jamais automatique. Je le demande pour les gens qui peut-être savent pas. J'ai bossé en asso, donc je Non, bien capte sûr, un peu. déjà, il y a un précepte légal, c'est que normalement, tu ne peux pas être aidé tant que tu n'as pas 2 ans d'existence. Donc tes 2 premières années d'existence, de toute façon, on te demande de faire tes preuves. Elles sont dures ces 2 années, non? Elles sont dures, oui et non, parce que c'est les premières années, donc t'es fougueux. Donc en vrai, ça va. Mais Ouais, oui, par contre, c'est vrai que c'est difficile de démarrer, ouais, bien sûr. Ok. Et t'es dit, t'es dans la com actuellement. Est-ce que t'es rentré dans cette filière en sachant que t'allais te diriger vers la musique? Ou est-ce que c'était plutôt... parce qu'on est beaucoup à être en com maintenant. Ouais. Et je me demande un peu si c'était un vrai choix, si c'était ou c'était un choix par défaut. Alors en fait, de base, je me suis lancé dans la com, mais pas que, parce que je suis aussi en data. Du coup, en fait, je fais les deux en soi. La communication, en fait, je pense pour être un bon communicant, faut trouver un domaine qu'on aime. Et du coup, le rap, c'est un domaine que j'aime. Et coup du destin, je suis tombé dans le domaine du rap. Du coup, je me régale de A à Z. Est-ce que toi, Alexandre, tu viens d'une famille, d'un milieu où l'entrepreneuriat, ou en tout cas lancer ses propres projets, c'était quelque chose de normal, ou est-ce que c'est venu d'autre part? Non, c'est pas venu de ma famille. Si, quand même, du côté de ma mère. Je suis petit-fils, arrière-petit-fils et arrière-arrière-petit-fils de boulanger-pâtissier. Il y a eu beaucoup de boulangers-pâtissiers dans ma famille. J'ai mon arrière-grand-mère qui livrait des gâteaux à l'Élysée. Wow. Donc il y a quand même une fibre entrepreneuriale du côté de ma maman. Mais après, du côté de mon papa, mes grands-parents étaient ouvriers, ils ont bossé à l'usine. Mon père, lui, était responsable d'un relayage. C'est vous savez, les bureaux de tabac qu'il y a dans les gares, les aéroports, hein, les trucs comme ça. Il était dirigeant d'entreprise, mais il était employé par le groupe Lagardère, donc il a pas créé sa structure. Donc on a quand même une fibre entrepreneuriale quand même dans la famille, mais je pense pas que ça soit venu de ça. C'est me concernant plutôt un coup du destin, un peu comme disait Teddy. J'avais des potes à l'époque qui rappaient et je commence par les manager. Tout est parti de là. Et est-ce que vous diriez que... parce que vous avez l'air très ambitieux tous les deux, quand même. Enfin, il y a un truc qui vous anime. C'est ce qu'on venait de dire, c'est si t'as pas cette sorte de passion, ou en tout cas ce fil rouge qui te guide sans forcément que tu saches pourquoi, enfin, ça peut être compliqué. Votre ambition, vous pensez qu'elle vous vient d'où? Bonne question. bonne question, Je ouais. pourrais apporter un premier élément de réponse. J'ai fait beaucoup de sport depuis tout petit. J'ai commencé à jouer au foot. Moi, j'ai joué longtemps au foot à haut niveau quand j'étais jeune. J'ai commencé, j'avais 5 ans et j'ai lâché quand j'avais 18 ans. Mais de mes 5 ans à mes 18 ans, ma vie, c'était que le football tous les jours. Je m'entraînais tous les jours. J'étais en centre de formation et ça te donne une certaine déterre quand même. Le côté compétition, le côté, tu vois. Je pense que ça vient de là un peu, ouais. Ok. Je pense que ça a aidé en tout cas, ouais. Ok. Bah en vrai, oui, ça fait sens. Mhm. Puis il y a une certaine discipline aussi qui peut-être te force à faire certains sacrifices, donc t'es plus déter pour tout casser derrière. Ouais, il y a de ça et
Peut-être aussi quand j'étais plus jeune, la difficulté de trouver ma place dans la société. Pas envie d'aller bosser pour un patron, pas envie de me lever tôt le matin pour un SMIC. Pas envie de tout ça, quitte à galérer, quitte à charbonner, je voulais le faire pour ma gueule en fait, tu vois. C'est de ça qu'on Ça a parle dans été ce aussi podcast, un merci. leitmotiv. Lever pour 1002, c'est insultant. Merci. Retenez-le. Évidemment que c'est insultant. C'est pour ça qu'on est là. Hein. Ok. Et toi, Teddy, du coup? Moi, côté ambition, je dirais c'est plutôt pour moi-même, juste pour réussir et réussir sa vie, mais aussi pour ma famille, juste pouvoir dire à ma grand-mère que je fais des études, je suis en supérieur, bac+5, elle a des étoiles dans les yeux, enfin, pas dans les yeux parce que je le vois pas vu qu'on est au téléphone, vu qu'elle est à La Réunion, mais je le ressens. Du coup, moi, l'ambition, c'est plutôt pour ma famille et pour moi-même, je dirais. Ok, donc vraiment la réussite personnelle, C'est ça, enfin pour les proches et pour toi, quoi. c'est ça. J'aimerais un peu qu'on parle des conseils de rookie que vous pourriez donner. Alors à la base, cette rubrique, elle est adressée aux jeunes. Je sais pas quel âge t'as. Non, je rigole. À ton avis. Je rigole. C'est pas tabou, je peux le dire. Hein. Non, ça va. Mais Non, je suis normalement pas dans ton cœur de cible. mais je te considère quand même comme un jeune, ça va. Ça va, Après, merci. tes conseils sont un peu moins rookie que ce que j'ai l'habitude d'entendre, je pense. Je peux pré-shot que de toute façon, tu passes sûrement tes journées à conseiller des jeunes. Oui, tout à fait, parce que je vous ai pas tout à fait bien présenté les activités de l'asso tout à l'heure. Mais on fait effectivement aussi beaucoup d'accompagnement, d'aide à la professionnalisation. On a un peu plus de 80 adhérents qu'on aide dans le développement de leurs projets, que ce soit des artistes chanteurs, compositeurs, des médias, des labels, on va dire tous les acteurs musique actuelle au sens large. On leur propose d'adhérer à l'association pour 10 € pour l'année entière et on les accompagne au quotidien dans le développement de leurs projets. Donc ouais, on a pas mal d'expérience, en effet. Ok. Ben justement, moi j'aurais bien aimé savoir tes à faire et à ne pas faire si tu devais conseiller quelqu'un qui veut faire à peu près la même activité que toi, parce que ça fait un peu rêver, tu fais plein de choses, c'est super polyvalent. Après, c'est propre à toi, hein. Si quelqu'un monte demain une asso, ce sera pas exactement pareil, puisque ce sera pas le même ADN. Mais dans l'idée, quelqu'un que t'as fait rêver un jour, t'as croisé un jeune et il est en mode putain, quel taf de fou, mais de rêve. Quels seraient tes conseils, mais vraiment voilà, à faire, à pas faire? Tellement, enfin c'est difficile de Les répondre premiers- comme ça vite à chaud, mais, Ouais, je capte. Mais les premiers qui viennent en tête. les choses à faire, je dirais qu'il faut avoir beaucoup d'abnégation, de patience et de lucidité. Il faut être vite capable de repérer une opportunité d'une menace. Il y a des opportunités, enfin il y a des opportunités qui s'apparentent comme telles, mais qui en fait sont des menaces. Il faut savoir je sais pas comment l'imager, savoir écouter sa tête, mais aussi savoir écouter son ventre et suivre son intuition. Ça, je pense que c'est important. Les choses à ne pas faire, se précipiter, vouloir griller les étapes. Un succès qui arrive trop vite, un succès qui n'est pas suffisamment structuré peut être destructeur parce que tu n'es pas prêt pour gérer tout ce qui t'attend. Donc je pense qu'il y a vraiment cette notion d'étape. Et ouais, ne pas se précipiter, croire en soi aussi, c'est important. Ne pas écouter ceux qui te disent ça va être long, ça va être galère, ça va être trop dur. Tu te rends compte, le milieu de la musique, c'est trop compétitif, c'est des élus, tu vas jamais y arriver. Crois en tes rêves, donne-toi les moyens, essaye de te nourrir de ton projet au maximum, c'est-à-dire que même si dans les démarrages tu dois avoir un travail alimentaire, essaye de faire en sorte qu'il soit en lien avec ta passion. Donc je sais pas moi, quitte à aller vendre une je ne sais quoi ou d'être serveur dans un restaurant, c'est très bien, mais si c'est pas ton projet de vie, que ton projet de vie c'est la musique, viens plutôt faire un service civique chez Clapas, tu vois, ou viens faire un service civique chez Rap Academy, reste en lien en fait avec ton projet. C'est mieux, sinon c'est difficile. C'est clair que pour le coup, je peux vraiment confirmer. Moi, Clapas, donc pour information, j'ai fait mon service civique ici. Je viens de le finir. Et ça a vraiment été ma porte d'entrée dans les médias, la musique et juste le réseau culturel montpelliérain. Parce que c'est tout bête. Ok, c'est pas une enseigne hip-hop, alors qu'à la base, c'est ce que je cherchais. Mais déjà, en termes de compétences, ça t'apprend tout autant. Et ça permet de faire le lien. Par exemple, si j'avais pas fait mon service civique, je serais pas en train j'aurais pas pu vous inviter à un podcast que j'ai monté sur une année, que j'ai eu le temps de réfléchir et où j'ai pris l'assurance avec les compétences que j'ai acquis ici pour avoir la confiance d'être en mode je vous invite et c'est mon truc et je l'assume. Donc en effet, je trouve que c'est un très très bon conseil de d'abord essayer de trouver un
un petit taf dans le filon qui t'intéresse pour ensuite pouvoir peut-être... Moi, je pense que... Et puis, reste curieux ou curieuse. Je pense, par exemple, là, récemment, 2 jeunes qui m'ont contacté, qui sortaient de l'ACFA, qui est une école de musique à Montpellier, enfin, une école de MAO, ce qu'on appelle la MAO, c'est la musique assistée par ordinateur. Donc, en fait, c'est des jeunes qui apprennent à faire du montage son, du son design, ils font des bruitages, de la compo, etc. Donc, souvent, je suis contacté par ces jeunes-là, parce qu'on a aussi une entreprise dans la musique, on est aussi éditeur et superviseur musicaux, donc souvent on est contacté, mais nous on est éditeur et superviseur musicaux, on n'a pas de studio pour les accueillir. Donc on n'est pas à première vue les mieux placés pour les former, pour les accompagner sur leur période de stage. Sauf que ces 2 jeunes-là, ils ont eu la gamberge de me dire, écoute, moi c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de venir dans ton bureau pour comprendre ton langage. Parce que si je comprends ton métier, moi en tant que compositeur, je vais être amené à travailler avec des éditeurs et des superviseurs musicaux. Donc, pour mieux comprendre comment m'adresser à toi, qu'est-ce que tu attends, quels sont tes mécanismes, comment tu penses, comment tu travailles, je veux voir ça. C'est smart. Et du coup, j'ai trouvé ça hyper vif, en fait. Et du coup, ils sont venus chez nous en stage et ça s'est super bien passé. Il y en a un même qui est toujours avec nous en service civique. Trop génial. Et ouais, ça se passe bien, ouais. Trop cool. Mais c'est des bonnes gamberges, en fait, tu vois. Je vois très bien. Et toi, Teddy, t'es encore dans tes études. C'est ça. Mais est-ce que tu penses continuer les études après? Là, t'es en master? Ouais, là je suis en master dernière année, du coup après ça c'est terminé. Ok. Donc t'es dans le domaine de la com et de la data avec un but précis. Est-ce que au début, quand t'as commencé tes études, c'était flou? Parce que quand je parle de conseil de rookie, bon là en l'occurrence, tu commences à rentrer dans le monde qui t'intéressait. Donc, tu as sûrement des conseils déjà par rapport à ça. Enfin, en tant que jeune étudiant, tu sais où tu veux aller, mais des fois, c'est facile de se tromper, de pas rentrer dans les bons filons. Est-ce que tu as des petits conseils à donner aussi? Déjà, juste niveau études, c'est normal de se tromper. C'est pas grave de se réorienter. Ensuite, pour parler de conseils de rookie, je dirais de l'organisation. Parce qu'en interne, je vois ce qui se passe chez Rap Academy. Et il faut beaucoup d'organisation pour tout manager, tout comprendre, utiliser des outils, Asana, Trello, tout ce qu'il y a avec, toujours utiliser ça. Et aussi pas quitter sa DA, on va dire, écouter son cœur, sa passion, c'est primordial. Et je pense que c'est tout ce que j'ai à donner pour l'instant. Ouais, donc l'idée c'est de rester concentré, pas trop se perdre et se faire confiance. C'est ça. Un peu. Ok. Trop bien. J'espère que ça a aidé des gens. J'espère aussi. Faites-moi des retours si jamais ça vous aide. J'aimerais qu'on parle un peu d'argent, si c'est OK pour vous. Yes. Parfait, j'ai la validation. Par exemple, pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans ce domaine et qui veut commencer par le modèle associatif, parce que, je ne sais pas si c'est un cliché, mais il est vraiment vu comme un peu la première étape. Monter une association, c'est un peu la première étape si t'as pas envie de monter une entreprise, que t'es peut-être un peu frileux. Mais je sais pas si c'est vraiment réel parce que tous les gens que j'ai rencontrés qui ont monté des assos, ça a quand même été un sacré chemin. Comment ça s'est passé pour toi financièrement au début? Alors, au niveau de la structuration, déjà, ça dépend de ton projet. Association, entreprise, faut pas se dire est-ce que c'est plus facile, c'est moins facile. Faut vraiment partir de ton projet. C'est ça qui va définir la structuration juridique. C'est ton projet, qu'est-ce que tu veux faire avec. La deuxième chose, c'est qu'une asso, aujourd'hui, elle se gère comme une entreprise. Je vais exprès utiliser des mots un peu forts. Il n'y a plus de subventions. Enfin, elles existent encore, mais il n'y a plus d'argent public dans le sens où on l'entendait à l'époque, c'est-à-dire qu'on donnait des enveloppes aux associations pour les aider à payer leur fonctionnement, etc. Aujourd'hui, nos pouvoirs publics, j'ai pas peur de le dire, ce sont des investisseurs. Ils aident des projets qui sont déjà en place. Ils gèrent des projets qui génèrent déjà de l'argent. Et ils viennent asseoir leur visibilité, leur crédibilité. Ils viennent t'accompagner aussi. Mais de la subvention pure et dure, comme on l'entendait il y a pas si longtemps, il y a encore une dizaine d'années, ça n'existe plus. Ouais, c'est pas dédaigneux, c'est réel. Il y a Aujourd'hui, on a beaucoup moins de subventions. La subvention de fonctionnement, ce qu'on appelle, ça devient de plus en plus rare et les enveloppes sont de plus en plus petites. Aujourd'hui, on parle de subvention de projet. Oui, donc l'idée... On va subventionner un projet, mais pas ta structure. Ouais, donc l'idée de je vais monter une association, j'aurai peut-être plein d'aides. Non, niette. Fini. C'est bon à savoir. Finito. Ok. Est-ce que t'as mis du temps à pouvoir te rémunérer, puis à pouvoir rémunérer ce genre de personnes qui étaient dit, c'est-à-dire les alternants? Ouais.
J'ai structuré vraiment mes projets, on va dire, de façon juridique, c'est-à-dire que j'ai démarré, je dois avoir à peu près 23 ans, j'ai monté ma première structure, j'en avais 25. Je me suis posé mon premier salaire, j'approchais l'aube de mes 30 ans. C'était mon objectif, je m'étais dit à 30 ans, si j'ai pas un salaire, je me poserai des questions. Je m'étais laissé 5 ans. Donc t'as plus de 30 ans. Et juste avant, donc j'ai plus de 30 ans, juste avant mon anniversaire, je crois que je me suis versé mon premier salaire au mois de décembre de mon 29e anniversaire et j'avais 30 ans au mois d'avril. Donc j'étais pile dans les temps de passage que je m'étais donné. T'as dû être trop fier. Ouais, c'était satisfaisant. Ouais, la première fois que tu peux... de soi, en vrai. Ouais, tu te rémunères. Genre, on parlait du fait de... Vas-y, marre des patrons, marre de savoir que quelle que soit l'énergie que tu mettras dans un métier, tu seras pas payé à ta juste valeur. Donc, quitte à pas être payé énormément, autant que tu te payes, tu vois, et que au moins t'aies pas le poids d'un patron de responsabilité que pourra te forcer à avoir un CDI dans une boîte quelconque. Quand tu crées une association, est-ce que tu as besoin d'argent au début? Non, c'est gratuit. À l'époque où moi j'ai commencé, ça coûtait 45 € de créer une association. Aujourd'hui, c'est gratuit. Ok. Bon à savoir. Donc on peut partir d'une base où on n'a pas de thunes et au moins on crée le statut. Ce qui est aussi le cas pour l'auto-entreprise. Oui, c'est vrai. Si tu regardes en rapide sur Internet, les premiers liens que tu vas trouver, c'est des structures qui te proposent de t'accompagner sur la création de l'auto-entreprise monnayant 150 ou 200 €. Ne fais surtout pas ça parce que c'est très facile en vrai de créer une auto-entreprise et c'est gratuit. Donc non, c'est gratuit de démarrer. En vrai, de démarrer, ça ne coûte rien. Après, ça coûte de la sueur. Mais en termes d'argent, moi, j'ai démarré, j'ai pas une famille qui a beaucoup d'argent, j'avais pas d'argent en poche de côté, j'avais pas de... Justement, transition, parfait. Une des questions que je pose à tous mes invités, que je trouve très importante, c'est est-ce que vous pensez avoir eu une éducation financière? Parce que j'essaye de... En vrai, je crois que c'est juste une étude personnelle. J'essaye de comprendre et de voir si les gens qui arrivent à s'en sortir comme ça, à monter leur propre projet, et puis en plus à mettre tout le cœur qu'il y a dedans, est-ce que derrière, il y a eu un soutien financier de la famille ou alors, parce que c'est pas ma question de base, mais ou alors une vraie éducation financière? Est-ce que vous avez eu des proches qui vraiment vous ont appris à gérer votre thune? Et par la même occasion, est-ce que ça vous a permis de faire des études payées? Oui et non, dans le sens où moi personnellement j'ai pas reçu spécifiquement d'éducation financière comme tu le disais. Par contre, on m'a transmis les valeurs du travail et je reconnais que mes parents ont toujours été présents pendant ma période d'études parce que c'est très compliqué de faire des études et de travailler en plus à côté. Et moi j'avais la chance d'avoir des parents qui pouvaient me soutenir. Et les premières années, quand j'ai démarré, les toutes premières années, mes parents m'ont aidé aussi. Ils me donnaient un peu d'argent tous les mois pour venir compléter le RSA concrètement. Ouais, non, mais c'est pour le coup, là, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, je tape sur personne. L'idée, c'est vraiment comme je reçois plein de profils, je trouve ça hyper intéressant de savoir s'il y avait une base, s'il y avait un accompagnement, et tant mieux si tes parents pouvaient t'accompagner sur tes études. C'est ce que je souhaite à n'importe quel étudiant, de pas avoir à travailler à côté, parce que c'est juste épuisant. On est super jeunes, et déjà qu'on va bosser toute notre vie, si on peut éviter pendant les études. De travailler en même temps. Ouais, c'est dur. Très, très compliqué. C'est dur. Mais du coup, c'est cool. S'il y a eu un accompagnement sur le début, c'est rassurant. Ouais, aussi. Ça aide, clairement. Après, moi, mes parents sont issus de la classe moyenne, ça roule vraiment pas sur l'or, c'est des petits montants, mais ça a permis de survivre, quoi, tu vois. Ah, mais bien sûr, tu sais que... Et puis, petit à petit, tu commences à faire un peu de black, tu vois, des petits trucs à droite à gauche, puis après, tu commences à déclarer, et puis après, tu te poses un salaire, et puis après, t'embauches Teddy, et puis après... Et toi, du coup, Teddy? Du coup, pour moi, éducation financière, je vais dire que mes parents m'ont toujours dit d'économiser. On va dire toujours mettre de côté pour prévenir si jamais il y a des soucis. Et pareil qu'Alexandre, ils m'ont accompagné dans mes études, ou plutôt m'accompagnent vu que je suis toujours en études. Mais maintenant, j'ai un salaire d'alternant grâce à Alexandre. Ça fait respirer. Du coup, j'ai plus trop besoin d'aide. Mais ils m'ont accompagné tout le long. Ouais, vraiment, ils m'ont accompagné. Grâce à eux, je suis là actuellement. Après, ce qu'il faut dire, c'est que c'est facilitant, mais c'est pas indispensable. C'est ça. Tu peux t'en sortir sans aide. C'est facilitant, clairement. Mais je connais des gens qui n'ont pas eu cette chance et qui l'ont fait quand même. C'est vrai. Tout à fait. Et c'est pour ça que je pose la question à tout le monde. C'est pour aussi prouver qu'il y a plein de profils différents pour réussir, tout simplement. Quand j'y réussir, évidemment, on va pas tous devenir Bill Gates.
c'est juste pas possible. Le pourcentage est bien trop faible. Enfin, le pourcentage de chance est bien trop faible. Mais à notre niveau, dans notre pays, pour se verser des salaires corrects, c'est complètement possible. Et en ayant l'aide de vos parents, ça vous rend pas moins légitime. Et en ayant pas d'aide et en réussissant tout seul. Et force à vous, parce que c'est méga stylé. Ouais. Ça vous rend méga stylé. Ouais, Grave. c'est-à-dire que les parents aident à poser une base solide, mais tu peux la créer toi-même, ta base, et monter les échelons après. Exactement. J'ai une dernière petite question à laquelle on va répondre rapidement parce qu'on a bientôt fini ce podcast et j'ai passé un trop bon moment et j'espère qu'on fera une partie 2 parce qu'il y a plein de trucs à dire. Mais t'as dû être amené, toi Alexandre, à bosser avec des potes au début. Oui. Tu disais que tu avais des amis qui étaient déjà dans le milieu de la musique, que c'est aussi ça qui t'a emmené là-dedans, en tout cas qui t'a motivé et qui t'a fait avancer. Comment ça se passe quand tu commences à travailler avec des amis au niveau justement peut-être des rémunérations qui sont là mais pas là? Comment est-ce qu'on commence à s'organiser avec des potes quand à la base c'est des potes mais que finalement ils commencent à beaucoup bosser avec toi? Vous vous donnez tous beaucoup de temps. Comment ça s'est passé? Est-ce que ça a créé des problèmes? Est-ce que justement ça a été tout à fait naturel et logique? Bah, quand tu démarres, généralement, t'as pas de problème d'argent parce qu'il y en a pas. Pas faux. Mais C'est justement, c'est quand on après commence... que ça vient. Mais pour ça, mon conseil, c'est de tout clarifier dès le début. De ne pas se dire, voilà, de toute façon, il n'y a pas d'argent, on fait ça pour le plaisir. On verra. On verra s'il y a de l'argent, on en reparle. Non, on se projette tout de suite. De toute façon, si on le fait, c'est pour gagner. Donc, on part du principe qu'on va le faire. Donc, tout de suite, on structure, on se met d'accord. Je suis ton manager, je prends 10%, je prends 15%, je suis ton éditeur, je prends 50%, je prends tout de suite. Contrat. On a signé des contrats entre nous. On avait beau être des amis, on avait beau être personne, on a tous signé des contrats. C'est une super réaction. Je pense pas qu'il y ait tout le monde qui fasse ça au début. Très réfléchi. Ouais. C'est peut-être C'est très mature. un bon conseil de rookie, ça. Ah Oui, ouais, très oui, bon oui. conseil de rookie, Mais ouais. ça, j'allais dire en plus, on en parlait avec Ayun Store Johanna, qui a monté sa friperie de luxe, enfin qui en plus est en train de la relancer, qui est vraiment top. Et on parlait des gros objectifs à se fixer, que même au début, il faut se fixer et des objectifs atteignables et des objectifs de fou furieux. Au moins un ou deux de temps en temps. Mais quand je dis de fou furieux, ça peut juste être, pour l'instant, vous n'avez pas de thunes. Ouais. Mais oui, à long terme, oui, pardon, des gros objectifs, mais à long terme, même à avoir limite au milieu de votre carrière. Mais de se dire avec des potes, là, on gagne rien. Mais si on fait ça, c'est pour gagner. Et quand on gagnera, on s'organise comme ça. Je trouve ça très, très réfléchi et ouais, très efficace, je pense. Ouais. T'as raison, mais allez, un petit dernier conseil de rookie. En rapide, c'est vrai qu'un bon objectif, il doit être planifié à 3 niveaux, court, moyen et long terme. Et il doit être suffisamment élevé pour te pousser vers l'avant, mais pas trop haut, parce qu'un bon objectif, il doit être atteignable. Un objectif inatteignable, c'est un mauvais objectif. Ça va te mettre dans un mauvais mood. Tu vas dire, ah, j'y arrive pas, en fait, je suis pas fait pour ça. Donc, c'est peut-être pas un bon objectif. Et à l'inverse, si tu places la barre trop bas, ça va pas t'inciter à en faire plus. Donc, c'est un équilibre qu'il faut trouver et se projeter sur les 3 niveaux. Et ça va t'aider à avoir une vision plus claire. Sachez que c'est un très bon conseil parce que j'apprends ça en cours de marketing en master. Donc c'est un vrai conseil de rookie, certifié. Parfait alors. Mais quel professionnalisme. Vraiment, vous m'apportez des sources en plus. J'adore, c'est génial. Les gars, c'est déjà la fin du podcast. J'ai passé un très bon moment. Merci encore d'avoir été là. Merci à toi. Merci à toi pour l'invite. Merci à notre ingé son derrière la vitre. On vous souhaite quoi pour la suite ? De continuer notre développement. On est sur de bonnes rails et on souhaite que ça le reste. Et bah, c'est tout ce que je vous souhaite. Vous avez vu, en fait, vous faites juste le taf à ma place. On vous souhaite quoi ? Ok, bah, c'est ce que je vous souhaite. Du coup. Non, mais en tout cas, pour les auditeurs, j'espère que vous avez aimé cet épisode. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un prochain invité et rencontrer plein de gens et plein de personnalités. Je vous remercie encore d'avoir écouté. C'était Alexandre, Teddy et Yuna. Ciao. Ciao. Bisous, ciao.